Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans le numérique pour tous, l'émission dédiée à l'innovation et à la tech responsable. Et aujourd'hui, on va parler de l'eau, cette ressource quotidienne. On ouvre le robinet, elle est là, on pense que c'est normal et que ça le sera toujours. Et pourtant, les sécheresses se multiplient, les nappes phréatiques baissent et certaines régions connaissent déjà des restrictions régulières. Et dans le même temps, le numérique explose en proposant des applications pour gérer les ressources, mais aussi en implantant des data centers qui eux aussi consomment énormément d'eau. Alors une question simple, le numérique est-il en train d'aggraver la crise ou peut-il nous aider à mieux gérer cette ressource vitale? C'est ce que nous verrons avec nos invités. Le numérique pour tous spécial l'eau en crise, c'est tout de suite et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Alors l'eau devient vraiment un enjeu stratégique majeur, que ce soit sur le plan économique ou technologique, et le numérique s'impose désormais au cœur de sa gestion. Pour en parler, nous recevons David Collomb, président de Verdéo, une plateforme qui accompagne les projets régénératifs. David, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous avoir en plateau. Vous êtes un expert de l'eau, on va le dire ainsi. Alors on va commencer, on a quand même 4 milliards de personnes sur cette planète qui sont dans ce qu'on appelle le stress hydrique, qu'ils seront d'ici 2030. Est-ce que c'est en train de devenir le nouvel or noir, l'eau ? C'est une bonne formule. Je pense qu'effectivement, on fait face à un changement climatique qui s'accélère et qui touche effectivement toutes les zones de la planète. Ce qui est certain, c'est que de l'eau, il y en aura toujours plus au-dessus de nos têtes puisqu'il fait plus chaud. Et comme il fait plus chaud, l'eau s'évapore toujours plus. Et comme elle s'évapore plus, elle retombe plus souvent sur les territoires, mais de façon plus aléatoire et souvent de façon plus massive. Et ça touche de plus en plus de populations, y compris en France. Alors, en France, c'est pas tout le monde le sait, il y a eu quelques sécheresses, des inondations. On a l'impression que l'eau est devenue quand même une ressource imprévisible. Est-ce qu'on arrive à mesurer aujourd'hui un petit peu l'ampleur dans les années à venir de ce qu'il est en train de se passer ? Alors, ce qui est certain en macro, d'un point de vue macroscopique, c'est que 1 degré d'augmentation de température sur la planète représente 7% d'évaporation en plus. Donc sur un schéma à 4%, à 4 degrés d'augmentation de température d'ici la fin du siècle, on est sur des cycles de l'eau accélérés de 30 à 40%, ce qui est colossal. Donc effectivement, on va devoir gérer cette imprévisibilité et c'est là où le numérique, dès maintenant, commence à apporter des solutions, mais c'est probablement de ce dont on va parler maintenant. Exactement. Alors en termes de solutions, pour que nos auditeurs comprennent, quel est le lien entre numérique et eau ? C'est-à-dire qu'on parle d'application, on parle de mesures, comment le numérique intervient ? Alors on va parler d'anticipation déjà, d'une première chose, c'est la fonction connaissance et anticipation qui sont au cœur de la prise de décision. L'eau, de toute façon, a cette particularité, c'est qu'on peut aligner des chiffres à l'échelle globale, planétaire, au niveau national. C'est toujours au niveau local que l'imprévisibilité se matérialise et les gens le voient. Il fait tantôt beau dans le sud de la France et certains vivent des inondations à l'autre bout de la France. Donc l'eau sera toujours gérée localement. Le numérique, il est là pour apporter des appuis à la décision. La problématique au cœur de l'eau, c'est comment est-ce que les acteurs ensemble sur les territoires arrivent à se mettre d'accord pour gérer soit la rareté, soit l'excès de l'eau. C'est bien ça le cœur. Et là, le numérique vient en appui et en aide à la décision. Je peux vous parler de ce que fait Verdéo éventuellement. On va laisser Verdéo en parler dans la deuxième partie de cette émission. Mais alors, d'accord, on a beaucoup de data qui vont nous permettre d'anticiper. Mais alors, à l'inverse, ces data, elles sont dans des serveurs qui ont besoin de beaucoup d'eau pour être refroidis. On est quand même dans un paradoxe. Et ça n'est que le début avec l'intelligence artificielle qui consomme beaucoup de ces systèmes-là. Comment on gère cet équilibre ? Ou alors, le paradoxe, c'est un peu artificiel intellectuellement dans le sens où le volumétrie de la data au niveau mondial, la part de l'eau et de l'anticipation de l'eau dans la volumétrie de la data est probablement relativement très faible. Mais ce qui est certain, c'est que le numérique pose un problème sur l'eau, puisqu'effectivement les serveurs sont des sujets liés à leur refroidissement. Mais on a aussi des technologies du numérique qui sont en train de venir remplacer les serveurs d'antan pour en faire des stockeurs de data qui sont beaucoup moins consommateurs d'énergie. Donc il y a peut-être des solutions aussi d'un point de vue technologique pour être moins consommateurs en eau sur les serveurs. Mais juste pour finir sur les serveurs, certaines municipalités refusent de les accueillir maintenant. Oui, effectivement, elle pose un sujet lié à l'eau, elle pose surtout un sujet lié à l'énergie aussi. C'est vrai que l'empreinte aujourd'hui de la data, il est colossal et on le voit une fois de plus, l'eau qui est ce marqueur du changement climatique sur les territoires devient aussi un frein à l'expansion de certaines activités, au premier lieu desquelles probablement le stockage de la data et du numérique. Et certaines collectivités font face effectivement sur leur territoire à des
des crises entre les acteurs. Faut savoir que dans l'eau, il y a 4 grands usages en fait de l'eau. Il y a l'usage domestique, l'eau qu'on a au robinet tous et qui nous permet de laver aussi notre voiture. Il y a l'usage industriel, toute industrie et l'industrie du numérique a besoin d'eau, que ce soit pour faire de la manufacture de produits ou que ce soit pour faire du traitement de la donnée. Il y a ensuite l'usage agricole qui est un des principaux acteurs de l'empreinte de l'eau, notamment au secteur rural. Voilà, empreinte sur la qualité et sur la quantité. Et on oublie souvent le 4e usage de l'eau. Dites-nous. C'est la part de l'eau qu'il faut laisser à la nature pour qu'elle continue à vivre. Et c'est le besoin des écosystèmes, des batraciens, des poissons et de toute la microfaune qui entoure les zones humides. On a sûrement vu, en passant sur une autoroute, ce qu'on appelle les méga-bassines qui ont fait grand bruit, David. Est-ce que c'est du bon sens d'avoir des méga-bassines ou alors c'est un accaparement de la ressource? Alors, j'ai eu l'occasion d'en parler lorsque j'étais délégué de la filière de l'eau à une époque. C'est un réflexe naturel, c'est-à-dire que lorsque l'on voit beaucoup d'eau s'accumuler sur les territoires, on se dit il est évident qu'il faudrait pouvoir la stocker pour la redistribuer plus tard. La grande problématique de l'eau, c'est que l'eau elle est lourde, elle pèse beaucoup. Donc c'est pas le tout d'avoir une bassine pour la stocker, c'est qu'ensuite il faut l'amener jusqu'au point de distribution. Ouais. Et ce qui coûte le plus cher dans les infrastructures d'eau, ce sont les tuyaux. Dans des infrastructures d'eau françaises, voilà, l'eau que vous avez au robinet, il faut jamais oublier que 80% du coût de ces infrastructures qui vont faire le coût de votre prix de l'eau, c'est l'entretien et le renouvellement de réseau. 20% seulement du coût, c'est son traitement et ses usines. Donc il en va de même pour les bassines. Avoir une bassine en endroit, c'est bien. Ça permet parfois d'irriguer de façon, ce qu'on appelle des retenues de substitution de l'eau au niveau local et au niveau des acteurs qui sont autour, mais ça ne peut pas de façon structurelle résoudre la problématique des perturbations climatiques et de la rareté de l'eau à l'échelle de l'ensemble du territoire français. Donc une fausse bonne idée. Une idée ponctuelle, locale, opportuniste, mais qui n'est pas profonde dans la réponse qu'il faut apporter à cet enjeu systémique. Opportuniste, c'est le bon mot. David, en 2022, 8 Français sur 10 étaient en zone de sécheresse. Donc les agriculteurs ont dû diviser leur consommation d'eau par 2. Est-ce que ça veut dire que demain, on aura tous un outil numérique et un compteur qui va nous dire tu peux consommer 1 litre, 2 litres, 10 litres par jour? C'est un petit peu ça le futur. Vous posez une question fondamentale. Il y a 2 grands modèles de l'eau qui existent au niveau mondial. Il y a un modèle qui est plutôt prôné d'ailleurs par le monde, on va dire américain, anglo-saxon, qui est le modèle des droits à l'eau, où chaque consommateur, qu'il soit industriel, domestique ou agricole, aurait un peu des bons avec un droit de consommer en fonction du droit qu'il était alloué. Et il le payerait un peu plus ou moins cher en fonction du stress qu'il y a sur la ressource. Puis il y a un autre modèle qui est celui qui a toujours développé la France, c'est le modèle des agences de l'eau, c'est le modèle de la concertation entre les acteurs, où on considère qu'on va gérer dans une gouvernance territoriale locale, et là les élus locaux ont un rôle très important à jouer, cette bonne adéquation des besoins entre le domestique, l'industriel, la nature et les écosystèmes. Et aujourd'hui, c'est vrai que ce système de gouvernance, il est un peu mis sous tension avec ces stress sur le trop d'eau et le pas assez d'eau. Et il va probablement falloir inventer de nouveaux outils. Le numérique, là encore, va peut-être venir nous fournir un appui. Un grand merci, David Collomb, président de Verdéo. On marque une courte pause et dans un instant, on va aller encore plus loin et se demander si le numérique peut devenir un outil décisif pour mieux gérer l'eau et anticiper les crises à venir. Le numérique pour tous spécial l'eau en crise, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour continuer cette émission spéciale eau en crise, nous avons le plaisir de recevoir Dominique Terrier, directeur général associé d'Aquasis, une entreprise qui développe des solutions numériques pour mieux comprendre, surveiller et anticiper l'évolution de nos ressources en eau. Bonjour Dominique. Bonjour. Quand on dit crise de l'eau, on parle de quoi exactement alors ? La crise de l'eau, c'est ce qui a été évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une ressource en eau qui évolue de manière moins homogène que ce qu'on constatait avant, et le modèle de gestion qui existe aujourd'hui, en fait, il est plus adapté à ce déséquilibre hydrologique. On a des crises, soit d'excès d'eau, soit de sécheresse qui se succèdent. Et du coup, le modèle d'allocation de ressources qu'on évoquait tout à l'heure, il est plus adapté. Il faut maintenant plus anticiper pour pouvoir avoir une allocation de ressources ou même une gestion de la qualité qui est plus adaptée à ce nouveau concept. Alors vous aimez bien vous qualifier et dire nous sommes les yeux du territoire chez Aquasis. Quand vous arrivez sur un territoire, qu'est-ce que vous regardez en premier ? Dites-nous tout. Donc, effectivement, on s'inscrit donc dans ce contexte où il faut avoir un peu plus de connaissance de la ressource. Il faut savoir quelle est la quantité d'eau dont on dispose, quelle est la qualité de l'eau dont on dispose. Est-ce que cette quantité ou qualité va évoluer à la hausse ou à la baisse pour pouvoir derrière prendre des décisions éclairées.
Et donc nous, quand on arrive sur un territoire, on va aller chercher les données, la quantité d'eau qui coule dans les rivières, la quantité d'eau qu'il y a dans les lacs, la qualité de l'eau qu'il y a aussi dans les eaux souterraines. Et puis on va mélanger ça avec les données du climat, la précipitation, l'évaporation, et les données d'usage. Quelle est la quantité d'eau qui est prélevée par les agriculteurs, par l'eau potable, les industriels. Et derrière, on va aussi se rapprocher des besoins pour pouvoir avoir une homogénéité entre le climat. Est-ce que l'eau qui tombe alimente les réserves? Est-ce que les réserves permettent de supporter les prélèvements? Et est-ce que les prélèvements satisfont les besoins? Alors ces données, vous les donnez à qui? Enfin, vous les vendez à qui? Vous les vendez aux collectivités qui prennent des décisions et qui vous disent on coupe l'eau, on arrête d'arroser? C'est un peu ça l'histoire? Alors nous, on est plutôt la coquille qui manipule ces données, et les données appartiennent au territoire. D'accord. Donc on est juste la brique logicielle qui va manipuler ces données, mais à un stade assez brut. La donnée qui sort du capteur, elle est difficile à exploiter. Et on la rend intelligible pour les décideurs. Alors on parle de quantité, mais je pense que la qualité est aussi très importante. C'est quelque chose qu'il faut mentionner. On le mesure ça, parce que l'impact, j'imagine, des inondations ou des pluies peut avoir un impact sur le traitement de l'eau. C'est un petit peu ça la problématique? Tout à fait. La qualité et la quantité sont deux espaces numériques très différents. La quantité, on a souvent des mesures qui sont avec une fréquence quotidienne. La qualité, c'est beaucoup plus complexe. Il faut aller prendre de l'eau à un moment donné, à un endroit donné, puis après l'envoyer en laboratoire avec des contraintes de délai pour l'analyse qui sont très contraints. Donc on a des séries, un volume de données qui est beaucoup plus parcellaire. Et donc effectivement, on manipule aussi les données. On est capable, plus difficilement que la quantité, d'anticiper un peu la qualité. Donc ça, le numérique, c'est comme une prise de sang en fait. Vous faites une prise d'eau et puis vous allez analyser tous ces éléments. Et d'ailleurs, c'est souvent les mêmes laboratoires qui font ces analyses. D'accord. Et donc concrètement, on mesure tout, mais est-ce que ça permet d'anticiper une crise ou de mieux la gérer? Dans quelle mesure ça permet d'avoir une appréhension un peu plus qualitative que si on était surpris? Alors c'est l'enjeu aujourd'hui du numérique de l'eau, c'est d'arriver à aller au-delà de la simple supervision, de le simple regard sur l'état des ressources. Un des enjeux, c'est de pouvoir faire de ce qu'on appelle en franglais de l'analyse prédictive. On va essayer de prévoir quelle va être l'arrivée d'une crue ou l'occurrence d'une sécheresse à 15 jours, à éventuellement 3 mois, 6 mois. On y arrive bien, ça ? On commence. Ouais. Non, la science travaille et devrait arriver dans les 5 prochaines années à fournir des outils de gestion qui seront vraiment adaptés à ce. Et donc ça veut dire qu'avec vos outils, on pourra éviter d'avoir un comité sécheresse qui dit il y a restriction, on n'utilise plus, on pourra anticiper et réallouer mieux le besoin et l'allocation ? C'est l'ambition. C'est l'ambition ? C'est sur lequel on travaille. Il y a aussi quelque chose de fondamental pour nous tous, c'est la notion de biodiversité. Elle est mise à mal aujourd'hui pour notre chaîne alimentaire ? Alors effectivement, comme on l'évoquait tout à l'heure, le milieu il est soumis à un stress de plus en plus important, notamment en situation de sécheresse où la quantité d'eau qui circule dans les rivières est réduite et du coup les polluants se retrouvent concentrés. En France, on a une part des masses d'eau qui est dégradée au sens de la communauté urbaine qui est très important. Donc voilà, on a un sujet aussi sur la qualité, que ce soit du point de vue environnemental ou du point de vue des usages derrière, notamment l'eau potable, qui pose problème. On a beaucoup entendu parler des PFAS. Voilà, c'est un sujet qui n'a pas fini de nous occuper. David nous parlait tout à l'heure effectivement de cette maîtrise d'eau du robinet. C'est celle qui est la plus compromise ou l'eau de l'agriculture et l'eau de l'industrie est quand même beaucoup plus critique aujourd'hui? Et la deuxième question, c'est comment vous voyez cette gestion de l'eau d'ici 10 ans? Alors, je pense que chacun, on est vraiment dans l'espace de gestion multi-acteurs. Chacun voudra regarder midi à sa porte. Fait que dans l'ordre des priorités, l'eau potable est toujours numéro 1. Et le milieu. L'agriculture est aujourd'hui la variable d'ajustement de l'eau. Et concrètement, c'est la première qui s'efface. Quand on a une situation de crise, de sécheresse, c'est la première qui doit arrêter d'irriguer, ce qui pose des problèmes importants de vitalité économique des territoires, puisque certaines cultures à valeur ajoutée demandent beaucoup d'eau. Et si elles n'ont plus accès à la ressource, c'est la vitalité, encore une fois, des zones rurales qui est en jeu. Dans 10 ans, vous voyez comment cette gestion de l'eau au quotidien entre notre robinet et l'agriculture ? Alors, le modèle sur lequel nous on travaille, c'est un modèle où on arrive à anticiper et du coup à atténuer en fait l'impact des crises. Donc on a une allocation de ressources qui est modulable en cours de campagne, où on a plus d'eau quand on sait qu'il va y avoir de l'eau et moins d'eau de manière préventive quand on sait qu'on va avoir une crise. Et ainsi on va pouvoir, par exemple pour l'agriculture, ne pas planter des semences qui
serait irriguée parce qu'on sait que cette année-là, on n'aura pas d'eau. Donc notre alimentation va évoluer en fonction du cycle de l'eau, c'est un peu ça. Probablement. Merci beaucoup Dominique Terrier pour Aquasis. Et pour terminer cette émission, explorer comment on peut anticiper tous ces risques, nous avons le plaisir de recevoir Théophile Belloir. Théophile, bonjour. Vous êtes vice-président d'Altitude à la tête d'AXA Climate, donc une entité de l'assureur bien connue. Donc on parle beaucoup de changement climatique depuis le début de cette émission, mais concrètement sur le terrain, qu'est-ce qui a le plus changé ces dernières années pour vous ? Bonjour Vanessa. Concrètement, ce qu'on voit, c'est que ces deux risques qui vont de pair, comme on l'expliquait tout à l'heure, à savoir l'excès d'eau et l'absence d'eau, ils se manifestent de plus en plus fréquemment et de façon de plus en plus sévère dans le quotidien des entreprises, des particuliers, des agriculteurs. Et donc forcément, il y a eu une prise connaissance de ces risques. Certains étaient connus, certains sont nouveaux. Cette prise de connaissance, elle fait que tout le monde aujourd'hui en a conscience et donc cherche évidemment à travailler dessus. Et puis peut-être la deuxième chose qui est un peu nouvelle, c'est que les risques secondaires liés à ça commencent à émerger. Et typiquement, quand il n'y a plus d'eau, il y a un conflit d'usage. On doit savoir à qui va ce mètre cube d'eau, est-ce qu'il va au particulier, à l'agriculteur, à l'industrie du coin. Et de là découlent des risques réputationnels, des risques réglementaires potentiellement. Et donc c'est peut-être ces nouveaux risques qu'on est en train de découvrir et d'affronter sur le territoire métropolitain qui sont nouveaux, je pense. Alors ce risque, il est de plus en plus local, paradoxalement. Avant, on avait des risques nationaux et vous aviez des modèles effectivement d'assurance assurantielle qui couvraient le territoire. Comment on arrive à gérer et à avoir des micro-politiques, on va dire, locales et les adapter rapidement ? En plus, j'imagine que les cycles sont beaucoup plus courts qu'avant. Alors oui, et en même temps, l'enjeu, il est justement dans l'anticipation. Et quand on parle d'adaptation au changement climatique, ce qu'on fait chez AXA Climate, c'est justement de dire, on connaît aujourd'hui et on sait très bien modéliser à 10, 20, 30 ans la ressource en eau qui sera disponible. Et donc, on peut maintenant prendre des décisions intéressantes et intelligentes sur le dimensionnement d'infrastructures de gestion de l'eau, de protection de la ressource, de stockage de l'eau aussi intrasaisonnier. Tout ça, ça va se faire évidemment en local parce que c'est à l'échelle du bassin versant qu'on est capable d'aller regarder justement quelle est la ressource en eau et à quel moment. Et il faut bien l'avoir en tête, c'est que c'est un problème national. Le problème de la sécheresse, aujourd'hui, France Stratégie, quand ils tirent le fil, ils se disent dans un monde où il y a entre moins 10 et moins 40% de débit dans les rivières en moyenne par an au niveau national d'ici à 2050. Et dans le même temps, si on continue de réduire notre consommation d'eau comme on le fait aujourd'hui, parce qu'on est quand même un tout petit peu sensibilisé, on fera plus 1% de consommation. Donc il y a besoin d'un scénario de rupture sur la question de la consommation et ça après ça prendra des formes évidemment très diverses par bassin versant. Alors justement Théophile, donnez-nous un exemple concret d'entreprise ou de territoire qui a utilisé les données comme vous les gérez pour changer un petit peu sa stratégie vis-à-vis du risque climatique et le bénéfice qu'elle en a tiré, si on a le recul nécessaire bien sûr. Alors on a le recul et effectivement il y a plein d'entreprises qui prennent des décisions. On parlait tout à l'heure de data center et d'IA. Aujourd'hui tous les développeurs de data center utilisent des données comme un logiciel comme Altitude pour justement modéliser pas seulement la ressource en eau, mais aussi les températures futures. Parce que c'est en comprenant quelles sont les températures futures qu'on sait quel est son besoin de refroidissement et donc en fonction de sa technologie, quelle est la quantité d'eau qu'on va consommer. Ça, c'est fait pour ne pas construire un data center qui se retrouvera à l'arrêt par décision préfectorale dans 10 ans. C'est aussi fait pour faire de l'acceptation sociale. C'est en montrant qu'on a pris en compte les effets et qu'on est proactif qu'on arrive aussi à créer de l'acceptation locale. C'est un exemple, mais il y en a d'autres. Je pense à des boîtes de l'agroalimentaire qui viennent justement aussi choisir les nouvelles cultures à implanter ou les nouveaux marchés sur lesquels il faut aller potentiellement demain dans les nouveaux territoires pour faire pousser des cultures qui ne poussaient pas là par ailleurs auparavant. Pour des questions d'eau. Je pense à des boîtes du textile qui accompagnent leurs fournisseurs de coton sur justement l'adaptation au stress hydrique pour continuer à pouvoir leur acheter du coton. Et c'est toute une chaîne de valeur qui d'un coup se met à travailler sur ce sujet-là. Alors hier, on allait sur un territoire parce que fiscalement il était attractif. En vous écoutant, on a le sentiment qu'on va aller sur un territoire parce que l'eau est bien gérée. C'est un peu un avantage compétitif du territoire attractif de demain. Dans le monde du risque, aujourd'hui, on parle de polycrise. Et c'est ça la plus grosse nouveauté, peut-être de notre temps, c'est qu'on ne gère plus les crises les unes après les autres, mais effectivement, on est dans un contexte où on a systématiquement plein de crises à regarder. Et ce qu'on voit aujourd'hui de nos clients, c'est qu'ils utilisent Altitude pour se dire quel est un climat demain, si je m'implante à un endroit, quel est le climat de demain. Et cette donnée-là, elle est au même niveau dans la prise de décision que des données macroéconomiques, que des données géopolitiques, et ainsi de suite. Mais ça veut dire que demain, tous les modèles d'assurance vont devoir changer parce que vous ne pourrez pas assurer l'intégralité de la population par rapport au risque tel qu'on le connaît aujourd'hui, ou alors la finesse justement d'anticipation que vous allez avoir fait que ça sera beaucoup plus confortable d'être assuré par rapport à ce qui va se passer. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais il y a un paradoxe quoi. Il y a un paradoxe qui est en fait
toutes les industries et tous les secteurs doivent s'adapter, et l'assurance y compris. Et ce qu'on voit, c'est que c'est pas parce qu'on a une usine qu'on s'adapte. Toutes les chaînes de valeur s'adaptent parce qu'il y a de l'eau à peu près en amont ou en aval de notre chaîne de valeur. Et pour l'assureur, c'est plutôt dans ses produits. Et donc oui, on doit s'adapter, et en fait, on doit aider nos clients surtout à s'adapter. Si nos clients sont pas résilients demain, on pourra plus les assurer. Ça coûtera trop cher. Si on a une chance sur 2 de se retrouver à l'arrêt, on peut pas assurer 50% du chiffre d'affaires annuellement. Ça tient pas. Et donc, s'il n'y a pas d'adaptation, il n'y a plus d'assurance, et c'est ce qui fait qu'on travaille là-dessus et qu'on accompagne la filière. Et il y a déjà des choses qui se passent en ce sens. Et puis après, il y a tous les travaux qu'on voit aussi. On a la chance en France d'avoir un régime de catastrophes naturelles. Quand on regarde les 2 tempêtes précédentes, c'est 1,2 milliard d'estimation Nils et Pedro d'après France Assureur et la CCR. On est sur des montants qui augmentent de façon significative, et donc c'est comment est-ce que collectivement on travaille, privé et public main dans la main, pour s'assurer aussi que demain ces dégâts sont moindres et du coup restent assurables. Vous avez le sentiment que le débat privé-public aujourd'hui est en train vraiment d'évoluer, et que le privé a une vraie maîtrise des éléments, et que le public n'a pas d'autre choix que de s'en emparer pour évoluer vers quelque chose de bénéfique pour le citoyen ? Alors oui, tout le monde s'en empare, et la difficulté qui est adressée, c'est qu'en fait, au global, si on regarde la société dans son ensemble, privé-public, l'adaptation, il y a un ROI positif. Je veux dire, c'est financièrement intéressant d'investir maintenant pour être résilient demain et moins souffrir. En revanche, la difficulté, c'est de rapprocher celui qui va financer aujourd'hui l'action de résilience et le bénéficiaire demain qui va faire une économie parce qu'il ne devra pas payer un sinistre. Et donc, tous ces mécanismes-là, et on parlait tout à l'heure beaucoup de local et de territoire, c'est plus facile à mettre en œuvre, évidemment, à l'échelle locale, à l'échelle du territoire. Le principe même de la mutualité, de la mutualisation du risque, se fait beaucoup mieux quand on se connaît et qu'on vit sur le même bassin versant que quand on est à l'échelle nationale. Un peu de prospective pour finir avec vous, Théophile. D'ici 10 ans, la maîtrise de l'eau, individuelle et collective, vous la voyez comment ? Alors, je pense qu'elle est vraiment déjà aujourd'hui au cœur des sujets, et donc elle sera évidemment encore là. Je pense que par la force des choses, on devra de toute façon adapter nos usages à l'eau qui est disponible. On ne peut pas inventer de l'eau, et donc la seule question, c'est est-ce que ça se fait en douceur parce qu'on le prend maintenant et qu'on le fait progressivement sur les 10 prochaines années, ou est-ce qu'on attend 8 ou 9 ans pour pouvoir le faire et le faire dans l'urgence ? L'adaptation de façon réactive à chaud en temps de crise, c'est systématiquement ou quasi systématiquement une mauvaise adaptation. C'est celle qu'on anticipe et qu'on prend le temps de regarder pour prendre aussi impliquer toutes les parties prenantes, qui fait qu'on fait de la bonne adaptation. Et donc je nous souhaite peut-être collectivement qu'on les prime maintenant le sujet pour que dans 10 ans ce soit au cœur du sujet. Merci beaucoup Théophile Belloir pour AXA Climate. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. Cette semaine encore, un grand merci d'être de plus en plus nombreux sur les réseaux sociaux à nous suivre et à interagir avec nous. Il est temps pour moi de vous souhaiter une excellente fin de week-end et de vous dire à la semaine prochaine.